Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Dans cette émission, nous avons rarement évoqué la gendarmerie. Mais aujourd'hui, avec Axel. Bonjour Axel. Bonjour Philippe. C'est un de ces anciens officiers, Saint-Cyrien, qui fut au cœur d'une des affaires criminelles les plus médiatisées du XXe siècle que nous recevons, Étienne Sesmat. Bonjour Étienne. Bonjour. Pour évoquer votre ouvrage, Les deux affaires Grégory, dernier pas vers la vérité, publié par les presses de la Cité en 2024, mais qui est une version revue et augmentée des deux affaires Grégory aux éditions de Belfond, publiées en 2006. Alors une affaire dont votre éditeur Étienne nous dit dans une note en préambule qu'elle reste encore non élucidée, mais une affaire que nous allons étudier pendant 1h30. Et en tout cas, encore grand merci pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et si vous le voulez bien, je vais laisser à Axel votre présentation d'officier de gendarmerie et Saint-Cyrien. Voilà. Après des études militaires à Saint-Cyr, vous rejoignez la gendarmerie, d'abord durant 4 ans en gendarmerie mobile, ce qu'on appelle la jaune. En 1983, vous avez 29 ans et vous rejoignez la gendarmerie départementale, la Blanche. Vous êtes nommé commandant de la compagnie de gendarmerie d'Épinal, une compagnie de taille moyenne, dans laquelle il y a 12 brigades territoriales, une brigade des recherches, 110 militaires, mais il faut noter que 110 militaires, mais un seul officier, vous. Vous êtes lorrain, d'origine paysanne, et vous connaissez bien les mentalités des populations rurales et villageoises au sein desquelles vont se dérouler le drame. Votre famille habite à quelques dizaines de kilomètres en Meurthe-et-Moselle. En octobre 1984, lorsque débute l'affaire Grégory, vous êtes donc en poste depuis plus d'1 an et avez déjà résolu un certain nombre d'affaires dans votre secteur de responsabilité. Cette affaire, l'affaire Grégory, va constituer le cœur de notre émission. En 1985, vous quitterez Épinal, vous êtes muté à Berlin en tant que commandant de la compagnie de gendarmerie Prévôtal, l'unité chargée de la police militaire dans le secteur français de Berlin. Puis vous aurez différentes affectations en unité opérationnelle ou en état-major, en métropole et outre-mer. Et vous terminerez votre carrière en gendarmerie à Marseille avec le grade de colonel. Et c'est en 2024, dégagé de tout devoir de réserve, que vous publiez le livre qui nous réunit ce matin. Alors un livre dont je dis pour nos auditeurs l'extrême précision, la qualité littéraire aussi, et qui nous met immédiatement en présence d'une tragédie, d'une affaire dont je disais que c'est une des grandes affaires criminelles et judiciaires du XXe siècle, et une affaire qui, pour être comprise, suppose une description géographique et sociologique du cadre dans lequel elle va se dérouler. Mais peut-être avant cette description géographique et sociologique qui permet de comprendre beaucoup de choses sur les événements qui vont s'en suivre, nous dire 2 choses, Étienne. La première, pourquoi ce titre des 2 affaires ? Parce que dans le grand public, il y a une affaire Grégory. Vous, votre ouvrage, vous l'intitulez « Les 2 affaires Grégory ». Et puis, quelque chose qui, à mon avis, est utile à dire aussi pour nos auditeurs, c'est d'éviter de faire une comparaison entre cette affaire Grégory et puis une affaire qui concerne aussi la disparition d'un petit enfant, celle du petit Émile. Mais première question, c'était pourquoi 2 affaires ? Eh bien, parce que cette affaire Grégory, pour bien la comprendre, il faut d'emblée saisir qu'elle a 2 volets. C'est d'abord un fait criminel hors du commun. C'est l'assassinat d'un jeune enfant de 4 ans pour des motifs purement psychologiques, qui est tué non pas comme sont souvent tués les enfants, c'est-à-dire pour des motifs d'abus sexuels, de maltraitance, de rapt et tout. Non, on a là affaire à un enfant qui est tué, qui est sacrifié à la haine qu'on voit son père. On tue Grégory pour toucher son père. Sur fond de jalousie et même, on le verra plus tard, d'un sentiment encore plus profond qui est l'envie. C'est vraiment comment dire,
un crime qui est hors du commun. Quand j'ai commencé à m'intéresser à mon livre et j'ai fait des recherches, je n'ai pas retrouvé de cas similaires d'enfants ainsi sacrifiés à la haine qu'on voue à son père. Donc c'est vraiment le premier volet et j'allais dire, c'est le volet essentiel. Hein. Il nous importe aujourd'hui de savoir de la manière la plus objective et la plus claire possible, hein, mais même si aujourd'hui on est dans une impasse, savoir qui a tué Grégory. Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce qui nous permet de répondre à cette question? Ça, pour moi, c'est vraiment la partie essentielle. Le problème, c'est que ce volet criminel a été très vite occulté par le second volet de l'affaire, c'est-à-dire ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire l'histoire d'un fiasco médiatico-judiciaire aussi extraordinaire. Hein. Ce deuxième volet, on aurait pu, en faisant court, je le dis d'emblée, on aurait pu l'appeler l'affaire Lambert. Mais c'est l'histoire donc d'une dérive judiciaire qui s'est traduit par un surmeurtre, hein, l'assassinat du cousin, qui était le suspect dans cette affaire, par le propre père de l'enfant, qui veut se faire justice. Et puis, la mise en cause de façon totalement injuste, mais épouvantable, dramatique, de la propre mère de l'enfant, qui a été jusqu'à être envoyée devant les assises, même si elle n'a pas été jugée. Heureusement, on le verra tout à l'heure, la justice s'est ressaisie. Et tout ça sur fond d'un déferlement d'une tempête médiatique, d'une pression médiatique absolument incroyable. Et le problème, c'est que souvent, c'est ce deuxième volet que l'on retient. Quand on parle d'affaire Grégory, on pense tout de suite à la dérive médiatique, à l'intervention de certains journalistes célèbres, voire d'auteurs célèbres. On pense à tout ce qui s'est passé autour, on pense au surmeurtre et tout, mais on oublie souvent le volet. Donc j'ai bien, dans mon livre, je fais bien les deux choses. Hein. J'essaye d'apporter le maximum d'éléments pour avancer sur le volet criminel, encore une fois savoir qui a tué Grégory, et pourquoi et comment éventuellement. Et ensuite, faire le point sur le deuxième volet qui, aujourd'hui, est beaucoup plus clair. On sait ce qui s'est passé, on sait qui sont les responsables de cette dérive médiatique, on sait comment elle a fonctionné. Là-dessus, on est beaucoup plus à l'aise. Mais ceci dit, on reste dans une... Alors, ce n'est pas une impasse, mais on est dans une zone qui reste incertaine parce que la justice, même si elle continue de travailler sur cette affaire, elle peine à nous apporter cette réponse judiciaire que l'on attend. Alors, quelques mots sur l'affaire du petit Émile pour bien départager et distinguer l'une et l'autre de ces affaires et qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de nos auditeurs. Alors, moi, je dis d'emblée, elles ont pour ainsi dire rien à voir l'une et l'autre. Hein. Il n'y a que 3 détails qui les rapprochent, même s'ils sont importants. Le premier, c'est qu'on a affaire à 2 enfants qui ont à peu près le même âge et dont on a vu tous la photo, hein, de l'un et de l'autre, hein, d'un enfant qui est le signe de l'innocence. Hein. Et, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans la France profonde. On est dans des régions reculées, dans des villages loin de la ville et des violences habituelles. Et puis, on est dans l'incertitude. Mais ceci dit, la comparaison s'arrête là. Dans l'affaire Grégory, on serait très clairement, dès le départ, qu'on a affaire à un assassinat, ça c'est sûr. Alors que dans l'affaire du petit Émile, sa disparition, on en est toujours à se demander comment il a disparu. Est-ce qu'il est parti dans la forêt et qu'il s'est perdu et qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il a fait l'objet? Est-ce qu'il était victime d'un accident dont l'auteur aurait ensuite pris son corps pour s'en débarrasser? Est-ce qu'il y a une affaire vraiment judiciaire derrière? Que quelqu'un aurait eu intérêt à le tuer? On en est encore à se poser des questions de ce niveau-là. Dans l'affaire Grégory, on est très clairement, dès les premières minutes, dans un assassinat clair, puisque dès le départ, en même temps que quasiment qu'il commet son geste, eh bien l'assassin, où on va être prudent, on va dire peut-être les assassins, revendiquent le meurtre. Et je rappelle que le corps de Grégory, on le retrouve moins de 4 heures après sa disparition. Alors on le retrouve dans la Vologne. Dans la Vologne, oui. Et c'est donc l'occasion d'évoquer cette vallée de la Vologne. Et d'emblée, dans votre ouvrage, vous écartez
les observations assez péjoratives de journalistes parisiens qui décrivent non pas une France profonde, mais une France quasi arriérée. Mmh. Et vous démentez cette Oui, absolument. description-là Mmh. en disant que, en fait, on est dans une vallée plutôt prospère, avec une Mmh. petite industrie qui, dans ces années 80, fonctionne bien, Encore bien, et oui. avec une population extrêmement laborieuse. Mais derrière cela, et ça, c'est un des intérêts de votre livre, qui permet ensuite de comprendre le cheminement de votre pensée, c'est que on a affaire à des familles qui sont divisées, nourries par des haines profondes Mmh. dont jaillit une envie peut-être de supprimer tel ou tel individu qui apparaît comme étant celui qui a réussi. Donc, je crois que ce serait bien de nous décrire cet univers-là, Mmh. sans lequel on ne comprend pas le reste de l'affaire. Très bien. Alors, moi, je l'ai écrit dans le livre et je le réaffirme aujourd'hui. Pour moi, l'affaire Grégory, elle aurait pu se passer n'importe où, hein, dans n'importe quel, village. Peut-être pas dans une ville, mais ce n'est pas impossible. On est là dans les Vosges, dans une famille, dans une vallée, comme, vous l'avez dit, qui est assez dynamique, hein. Il y a, quand on arrive dans cette affaire, par exemple, en 84, dans toute la famille, il y a pas de chômeurs. Hein, tous les gens ont un travail, hommes et femmes, tout le monde travaille. Donc, on n'est pas dans le quart monde, on est dans une famille à peu près normale où il y a des histoires de famille. Les histoires de famille, alors, elles sont doubles. Il y a d'abord, au milieu de cette famille, l'histoire d'un bâtard, hein, c'est-à-dire le fils aîné de la grande fratrie des Villemain, qui n'est pas le fils de son père, que sa mère a eu avec un autre homme, mais elle se marie avec quelqu'un qui le reconnaît et avec lequel, derrière, elle va avoir 5 autres enfants. Mais il y a cette histoire-là. Et puis il y a d'autres histoires de famille, comme il peut y en avoir un peu partout. Quelqu'un qui s'est suicidé à un moment, des tensions à l'intérieur de la famille. Et tout ce front-là, en fin de compte, sert de terrain, de terreau à l'apparition de quelque chose d'assez. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est la façon dont ça va évoluer qui le devient. L'apparition de corbeaux. C'est-à-dire qu'on a dans cette famille, arrivé à un certain moment, au début des années 80, en 80 exactement, à l'époque où le téléphone commence à se vulgariser, se développer dans les campagnes, à s'installer dans ces familles, eh bien, on a quelqu'un qui profite de ce moyen, à l'époque totalement anonyme, ben, pour se défouler et pour semer la zizanie à l'intérieur de la famille. Ça, c'est une des autres caractéristiques de l'affaire Grégory. C'est une affaire, au départ, on a des corbeaux. Or, il est très rare que des corbeaux passent à l'acte. Généralement, les corbeaux se contentent de leur fiel répandu de façon, comment dire, écrite ou là, par téléphone. Et ils passent généralement, rarement, ils passent rarement à l'acte. Là, on a un corbeau qui est passé à l'acte. Et le phénomène qui se greffe, donc on rentre très vite dans ce milieu quand on commence notre enquête. On se rend compte qu'il y a cette histoire-là, une histoire de corbeau qui a commencé 3 ans avant, en 1981, qui s'est d'abord développée par des coups de téléphone qui ont monté crescendo pendant toute l'année 1981 et 1982. Ensuite, il y a une première intervention de la gendarmerie pour faire vite. Les coups de téléphone quasiment cessent et on a des lettres anonymes qui sont écrites à la famille au début de l'année 1983, en mars, avril et mai. Puis le corbeau disparaît. Pendant 14 mois, il n'y a plus de nouvelles du corbeau, il n'y a plus de lettres, il n'y a plus de coups de téléphone. Et tout d'un coup, il réapparaît de façon brutale en enlevant et en assassinant Grégory. Alors, ce corbeau, quand on prend un peu de recul et qu'on voit comment il travaillait, on se rend compte qu'il développe des histoires de famille en jouant sur les tensions à l'intérieur de la famille, en essayant de monter les gens les uns contre les autres. Et à un moment, d'ailleurs, ça marche parce que toute la famille commence à soupçonner telle autre personne. Mais au milieu de tout ça, on se rend compte qu'à un moment où son action ou son ressentiment, pardon, son ressentiment dévie, se recentre vers une autre personne, c'est Jean-Marie.
Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, qu'on appelle le chef. Alors Jean-Marie Villemain, il est absolument indispensable de parler de lui pour comprendre les faits. Jean-Marie Villemain, c'est un jeune. À l'époque, il a 26 ans. C'est un ouvrier qui a commencé sa carrière un peu comme tout le monde, à l'âge de 16 ans. Le service militaire, il a repris. Mais très vite, il a été nommé contremaître. Il a été nommé chef, agent de maîtrise. Et ça a été dans cette famille d'ouvriers qui n'avait jamais décollé, ça a été vraiment un choc. Ça a été vraiment une surprise énorme. Et ça a été aussi le motif de jalousie et d'envie par rapport à celui qui tout d'un coup sortait du lot et s'imposait comme étant le chef. Et il a été nommé contremaître, alors sans avoir de CAP, simplement au mérite, parce qu'il avait une personnalité qui l'ont fait remarquer par ses employés, et ils se sont rendus compte qu'il avait le sens des responsabilités, qu'on pouvait lui en confier, et c'est comme ça qu'il a été nommé. Et à partir de là, tout va changer. Toute l'activité du corbeau va se décaler des histoires de famille vers le chef, qu'on appelle le balèze, qu'on appelle le Giscard aussi, parce que on est à l'époque, à cette époque-là. Et c'est celui qui a réussi. Et cette réussite, parce qu'en plus, il est très fier de lui, Jean-Marie, il est même peut-être un peu battu vu, c'est quelqu'un qui a tendance à être un peu content de lui à cette époque, et il écrase un peu les autres, et ça suscite... Alors, il y a une dimension syndicale aussi, Alors, il y a cette j'ignorais. partie-là aussi qui agit. Il a des frères qui sont syndiqués, ou des cousins dans certains syndicats, et qui sont fondamentalement anti-hiérarchie, anti-patron et anti-chef. Alors, donc, c'est tout ce qui se passe à ce moment-là avec Jean-Marie, il ne faut pas oublier, qui est la victime de cette affaire, hein. C'est lui qu'on vise en tuant Grégory, hein. Et on le sait dès le départ, quand on rentre dans cette affaire, puisque dès le lendemain de la découverte de Grégory, on découvre qu'une lettre a été écrite et envoyée à son domicile. Cette lettre, elle est très claire, c'est la clé de voûte de l'affaire Grégory. Elle dit textuellement « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Là, cette lettre, elle est écrite au moment où Grégory est enlevé et elle est postée dans le village même de l'Épange où a été enlevé l'enfant. Et elle vient en complément de l'information qu'on avait reçue la veille, c'est-à-dire d'un coup de téléphone qui avait été donné au frère de Jean-Marie, Michel Villemain, dans le village de Monzé où il habite, revendiquant également le meurtre. Vers 17h32, hein, c'est assez précis parce qu'on a pu le vérifier en amenant Michel Villemain dans un studio de télévision pour voir exactement à quel moment il avait eu le coup de téléphone par rapport à l'émission qu'il écoutait. Et donc, ce coup de téléphone est du même acabit. Voilà, j'ai pris le fils du chef, je l'ai stragné. En patois vosgien, ça veut dire je l'ai zigouillé, quoi. Je l'ai jeté dans la Vologne. Sa mère le recherche partout, mais elle ne le retrouvera jamais. Ma vengeance est faite. Et avec ces deux éléments, eh bien, on retrouve exactement les activités du corbeau des années précédentes, 80, 82, 83 avec les lettres. Et on sait d'emblée, donc, que c'est l'affaire Grégory. Elle est le prolongement de cette activité de corbeau qui se concrétise par cet assassinat commis dans des conditions très particulières, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, vous avez bien brossé ce cadre géographique et psychologique et familial. Un autre élément qui, je pense, nous échappe souvent, c'est le contexte politique parisien dans lequel ça se déroule. À savoir qu'on est en 84, que depuis 3 ans, Robert Badinter est garde des Sceaux et qu'il a un projet de réforme de l'instruction et qu'au-delà, on est dans peut-être pas un affrontement, mais on a une problématique avocat versus magistrat dont vous allez peut-être faire les frais. Alors c'est vrai, alors là on saute, on avance un peu dans l'affaire. Mais c'était pour brosser le alors contexte. c'est vrai qu'il y a un volet politique indéniable. Il y a un moment, l'affaire Grégory prend une dimension énorme. Robert Badinter, qui est devenu garde des Sceaux en 81, ce qui était un tsunami, hein, dans le milieu judiciaire, hein.
un avocat, même quand on s'appelle Badinter, devenir garde des Sceaux, c'est, je ne veux pas dire que c'est demander à un loup de garder les moutons, mais c'est pour les magistrats, c'était une révolution et un autre coup de tonnerre, hein. Donc il l'a fait avec beaucoup de tact, beaucoup d'habileté, parce qu'il était porteur d'une réforme qui était dans l'air du temps, hein, à savoir l'abolition de la peine de mort. Mais il y avait quand même quelque chose comment dire, qui était dur pour les magistrats. Et on peut aussi prendre en compte cet élément pour expliquer pourquoi le magistrat instructeur, j'en ai parlé tout à l'heure, Jean-Michel Lambert, personnage incontournable de cette affaire, je l'ai dit aussi, l'affaire de Grégory, c'est un petit peu un moment l'affaire Lambert. Ah, c'est l'histoire d'un juge qui ne fait plus son boulot, qui retourne sa veste, qui suit plus ses enquêteurs, qui se laisse influencer par des médias, qui travaille mal, qui commet beaucoup d'erreurs, des fautes même, et qui commet des injustices, hein, parce qu'il abandonne une piste qui tenait pour en suivre une autre, celle de la mère coupable, qui était totalement infondée. On l'a vu après, cela a été démontré. Donc il commet beaucoup d'erreurs et pourtant, on ne va pas l'embêter. Mais tout ça parce que, Maître Badinter était, comment dire? Il y avait vraiment une remise en question à l'époque du rôle du juge d'instruction et il ne voulait pas en rajouter par rapport à cette problématique, cette réflexion qu'il avait. Donc si vous voulez, Lambert, on pourrait dire, a profité de cette situation pour ne pas être, remis en cause, alors qu'on aurait pu le faire à ce moment-là. Ça, c'est le 1er point. Mais c'est donc l'aspect, vraiment, judiciaire, rapport, garde des sceaux, justice, magistrat. Après, il y a un volet vraiment qui est purement politique. C'est-à-dire que très clairement, on a vu arriver dans cette affaire des magistrats qui avaient une couleur politique très claire, qui l'annonçaient, et qui ont joué sur leur connaissance, leur réseau, pour essayer de peser sur certaines personnes, pour essayer d'influencer, notamment le juge d'instruction, pour essayer de l'orienter, et pour comment dire, déformer un peu les faits de ce qui se passait. C'est très clair. Je ne vais pas trop en rajouter là-dessus, peut-être qu'on en reparlera, mais il est évident qu'il y a un volet politique dans cette affaire-là, dont j'ai failli d'ailleurs faire les frais. Alors poursuivons la mise en place du cadre dans lequel cette affaire va se dérouler et arrivons à la gendarmerie d'Épinal, puisque la vallée de la Vologne, elle est à l'est d'Épinal, elle est dans votre ressort. Oui. Et comme le disait Axel dans votre présentation, donc vous êtes le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d'Épinal. Vous avez 110 gendarmes sous vos ordres, des brigades territoriales et une brigade de recherche. À l'époque, vous avez 30 ans, Mhm. et on y reviendra, vous êtes confronté à cet univers complexe de la magistrature, d'un certain juge, de la presse, des connivences entre la presse et puis aussi la police Mhm. nancéienne. Euh, quel est quel est l'état d'esprit d'un jeune capitaine de gendarmerie saint-cyrien, et comment s'appuie-t-il sur ces gendarmes compétents et expérimentés? En d'autres termes, quelle est la ressource humaine de la gendarmerie qui va affronter cette grande affaire criminelle? Et d'abord, vous, qui Alors, êtes-vous en 84? en 84, c'est vrai que je suis jeune, hein, j'ai 30 ans quand cette affaire me tombe dessus. Je suis jeune aussi dans le métier, parce que ça fait qu'1 an que je commande cette unité, cette compagnie. Ceci Auparavant, vous avez commandé des gendarmes mobiles. J'ai commandé des gendarmes mobiles. Ça faisait 1 an quand même que j'étais dans cette compagnie et j'avais déjà eu dès le départ, dès mon arrivée, j'avais eu des affaires, criminelles à régler. Une affaire, importante qui avait beaucoup défrayé la chronique aussi à l'époque, en 83, l'affaire des disparus, des filles de la Moselle. Hem, donc j'avais déjà premièrement une certaine expérience et deuxièmement, moi j'arrivais, en tant qu'officier, mais avec, dans mon unité avec beaucoup de modestie. La gendarmerie, ça allait un petit peu moins, mais c'est quand même toujours, globalement le cas, c'est une arme de sous-officier.
Hein, les gens qui font fonctionner la gendarmerie sur le terrain au quotidien, ce sont des sous-officiers. Quand je suis arrivé dans cette compagnie, comme on l'a dit tout à l'heure, j'étais effectivement le seul officier, seul un capitaine. Toutes les brigades sont commandées par des sous-officiers, du grade de maréchal du logis-chef à celui d'adjudant-chef, en passant par après mon adjoint qui est un major. Quand on rentre dans la gendarmerie, ben, on s'appuie sur ces gens qui sont expérimentés, très professionnels, très compétents, très disponibles. Faut d'ailleurs pas en abuser, parce que ça pourrait être un peu facile. Mais la gendarmerie, c'est ça. On est là. Alors, bien sûr que ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser porter par ça. Il faut bien sûr prendre des décisions, hein, mais quand on le fait en s'appuyant sur les avis, les conseils de ses gradés les plus proches, des commandants de brigade, eh bien, on avance. Donc, si vous voulez, cette affaire-là est arrivée. Moi, je l'ai pris à bras-le-corps comme n'importe quelle autre affaire, en disant, ben voilà, elle me tombe dessus, hein. T'as pas à réfléchir, c'est ton devoir, il faut y aller, il faut élucider cette affaire, il faut savoir qui a tué cet enfant. On le fait avec toutes les méthodes du moment, en rassemblant les personnes compétentes des unités de recherche et des unités territoriales. On sollicite aussi le renfort d'autres unités professionnelles au niveau de chaque légion, on appelait ça les régions à l'époque. Il y a une section de recherche, c'est une grosse unité spécialisée dans la police judiciaire qui vient, et il y a d'ailleurs son chef, le commandant Chaillan, qui vient prendre la direction de l'enquête. Moi, je suis co-directeur avec lui. Voilà, donc on travaille dans un esprit d'équipe très, très, très fort, avec des gens qui travaillent bien. Nous, on est là pour organiser le travail, le répartir les tâches, faire des synthèses, accompagner les procédures, etc. Mais ça se fait, j'allais dire, tout naturellement. Dès le départ, quand même, on prend conscience de la gravité de la situation. On prend conscience du fait qu'on est face à un crime qui est hors du commun, qui est très grave. La présence très rapide de nombreux journalistes nous montre aussi qu'on est dans une affaire qui n'est pas habituelle. Mais bon, on avance sans état d'âme. C'est sûr qu'à Saint-Cyr, on n'est pas préparé à ça techniquement. Mais on y est intellectuellement. Saint-Cyr nous donne des valeurs, des bases en termes de capacité d'organisation, de méthodologie, de management, de commandement, d'organisation, de courage intellectuel, de disponibilité. Il suffit de décalquer sur le problème à régler et après on est accompagné techniquement par les gens qui nous entourent pour que tout ça fonctionne bien. Et quand on est confronté à une affaire de ce type-là, euh, comment fonctionne le commandant de compagnie avec justement ces gendarmes expérimentés? Vous aviez des réunions où les convictions, les idées se frottaient les unes aux autres. On est organisé de façon très hiérarchique dans ce type d'affaires où en fait c'est plutôt les compétences qui sont, Oui, qui oui, sont mises en là, avant. là, on était une vingtaine d'enquêteurs, pas plus, hein. On travaillait à Bruyères, c'était notre PC, un peu éloigné d'Épinal, où était installé le magistrat instructeur, nous a causé quelques soucis. Mais en gros, on est installé, il y avait une vingtaine d'enquêteurs, à la fois de la section de recherche de Nancy, de la brigade des recherches d'Épinal et de la brigade territoriale de Bruyères. La brigade territoriale sont les gens qui connaissent les locaux, hein, qui connaissent les familles des villages, etc., qui connaissent les maires, qui savent comment travailler. Et les gens des unités de recherche sont vraiment des pros de la police technique et de la police judiciaire qui peuvent nous aider. Eh bien, on travaille en symbiose, hein, on s'organise. Bien sûr que chacun peut et doit donner son avis, faire ses remarques, attirer l'attention sur tel ou tel fait. On travaille de façon absolument méthodique et logique en organisant le travail des gens de façon très, très, très claire, hein, les auditions qui est nécessaire, ce qui accompagne les auditions, notamment le travail de dictée, parce que les lettres dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont des lettres manuscrites, et très vite on s'est rendu compte que c'était quasiment le seul élément matériel qui nous permettait d'avancer. Donc on a très vite travaillé avec un expert en écriture qui nous a dit comment il fallait faire, la façon de procéder
à des dictées ou à des relevés d'écrits spontanés pour pouvoir comparer ces écritures avec les 4 lettres du corbeau qui sont au cœur de l'affaire. Donc tout ça, ça représente un travail technique qu'il faut organiser. Et au quotidien, on répartit le travail entre les gens, on se répartit le travail aussi sur le terrain. Parfois, les officiers aussi mettent la main à la pâte, hein. Moi, par exemple, j'ai assisté à l'autopsie de Grégory, hein, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le faire. J'ai aussi entendu le père de Grégory, Jean-Marie Villemain, de façon très longue et très approfondie, parce qu'il nous fallait absolument comprendre qui pouvait lui en vouloir à ce point, jusqu'à tuer son enfant. Après qu'on ait évacué très vite les premières suspicions dans le milieu familial rapproché, qu'on a vu que ça ne donnait rien, on s'est dit, c'est quelqu'un d'autre, dans son environnement professionnel, familial, villageois, et qui lui en veut. Donc il a fallu savoir travailler avec lui pour savoir qui pouvait lui en vouloir. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on se répartit le travail de façon à la fois équitable, harmonieux, pour faire avancer les choses. On travaille dans un très bon état d'esprit. Il y a jamais eu de tension entre nous, il n'y a jamais eu d'histoire, il n'y a jamais eu de fuite, on n'a jamais eu besoin de rappeler des règles. Je rappelle que jamais on n'a eu aucun souci, nous les gendarmes. Il n'y a jamais un journaliste qui s'est vanté d'avoir une pièce de la procédure par la Mais gendarmerie. non, on y Hein. reviendra quand Ouais, on mais enfin, évoquera non, mais tout ça, on est une équipe qui vos collègues fonctionne de bien, la qui marche police bien. de Nancy. Alors, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est quand même la rapidité avec laquelle elle va se dérouler. Le tempo est très court, l'espace, le cadre espace-temps est quand même très réduit. Et donc, je crois que ça sera toujours très utile pour nos auditeurs de rappeler ces principaux jalons dans le temps et dans l'espace de ce 16 octobre 1984, et finalement la rapidité avec laquelle vous allez arriver à une conviction. Mais revenons à ce 16 octobre 1984. Où êtes-vous? Que va-t-il se passer? Alors, le 16 octobre 1984, la brigade reçoit vers 17h45, 18h, un coup de téléphone en disant qu'un enfant avait disparu dans un village près de Bruyères qui s'appelle l'Épange, un enfant de 4 ans, dans des conditions un peu bizarres de querelles familiales, d'éventuelles revendications. Les gendarmes se portent tout de suite là-bas, vont dans la famille Villemain. Ils font des recherches dans la maison, sans pour autant faire une perquisition. Ils font des recherches dans la maison. Évidemment, la hiérarchie est prévenue. La compagnie est avertie quelques temps après, vers 18h15, 18h30. Moi, il se trouve que je suis absent à ce moment-là, parce que je suis depuis un mois des cours du soir en allemand, auxquels je m'étais inscrit, sans savoir que ça allait me servir quelques temps après, quand j'allais être muté à Berlin. Enfin bref. Et c'est quand je rentre chez moi, à l'issue du cours, parce qu'à l'époque, on n'a pas de téléphone portable, donc on ne peut pas être appelé en direct, hein. Donc c'était mon major, mon adjoint qui avait pris en charge l'affaire, qui s'était porté sur place et qui avait commencé à travailler. Moi, je le rejoins à peu près 1 heure et demie après. Après que, en rentrant chez moi, on m'ait prévenu des choses. J'arrive là-bas, on m'explique la situation. Il y a un enfant de 4 ans, il est disparu. Il y aurait quelqu'un qui aurait revendiqué son meurtre à la famille. On sait qu'il y a des histoires dans cette famille. Il y a un corbeau qui a semé la zizanie pendant quelques temps là. C'est la brigade à côté de Corcieux, qui dépend d'une autre compagnie qui s'est chargée de cette affaire. On est en train de le chercher, notamment dans la Vologne, parce que le corbeau, dans son appel téléphonique, a dit qu'il avait jeté l'enfant dans la rivière. Et alors qu'on est en train de faire le point sur tout ça, sur les moyens sur le terrain, faire venir un maître de chien, une équipe cynophile et tout. Et là, on reçoit un appel, voilà, on l'a retrouvé, et on l'a retrouvé mort. Et donc, il est à peu près 21h. Moi, je me porte sur place. J'arrive au village où on l'a retrouvé. C'est le village à côté de l'Épange, qui s'appelle Dossel. Et j'arrive au milieu du village. Il y a une espèce comment dire, de petite place sur laquelle il y a une vingtaine de personnes qui sont là. Des pompiers notamment, ils attendent que j'arrive. Et je vois des pompiers qui sont dans l'eau. Je vois qu'il y a un corps dans l'eau. Je vois tout de suite qu'on n'est pas sur une scène de crime, que l'enfant n'a pas pu être tué à cet endroit-là, parce qu'il est trop éloigné du bord. On voit bien qu'il a dérivé,
Donc on n'est pas sur une scène de crime. Et j'ordonne tout de suite aux pompiers de sortir le corps de l'enfant. Je ne fais pas attention au fait, et j'aurais pas pu faire autrement de toute façon, qu'il y a des journalistes qui sont là, qui prennent en photo cette image terrible qui sort dans la presse le lendemain du pompier portant ce corps de cet enfant qui est attaché. Alors, les journalistes avaient été prévenus par qui? Oh ben, c'est les journalistes locaux, hein, ce sont les correspondants locaux qui avaient fait un peu leur travail, et puis les pompiers, très souvent, ils prévenaient leurs copains journalistes dès qu'il y avait quelque chose, hein. Donc ils étaient là. On sort le corps de l'enfant, on la met dans un local à côté, et on découvre c'est le corps de cet enfant de 4 ans qui est attaché par une cordelette qui lui enserre les jambes, les mains, qui passent autour du cou. Mais il n'est pas pour autant ficelé, on sent qu'il n'est pas très solidement attaché. Son bonnet est rabattu sur le visage, et quand on le relève, on découvre le visage d'un enfant qui semble dormir. Il n'y a pas de trace de souffrance, il n'y a pas de trace de coup. Il a un peu de mousse sur le coin des lèvres, ce qui montre qu'il est mort noyé. Et on est saisi par cette image qui est terrible. Moi, tout de suite, j'ai le sentiment, je vois l'image d'un enfant qui est sacrifié, qu'on met sur un autel pour le tuer, selon des C'est ce que vous rituels dites dans votre livre, anciens. victime expiatrice. Absolument. Tout de suite, j'ai cette image-là. Et alors, c'est bon, c'est traumatisant, mais après, bon, il faut dépasser ça, il faut bosser. Donc, le, le pro reprend le dessus, on s'organise, on prévient le procureur, les autorités, on fait venir un médecin. Enfin, bref, il y a toute la machine qui se met en route. Et puis donc, très vite, on rentre dans l'enquête, hein, dès le lendemain matin. Et cette enquête part très vite grâce à les informations qu'on a sur le coup de téléphone qui était donné le jour de l'enlèvement, et puis cette lettre de revendication qui a été reçue, qu'on a récupérée dès le lendemain matin. Et puis il y en a un témoignage qui nous arrive dès le premier jour, le premier témoin. On n'a pas de voisins, on fait des enquêtes dans le voisinage, mais il y en a, personne ne nous apporte d'éléments intéressants. Par contre, on a une personne du village de Dossel, s'appelle Madame Guyot, qui nous dit, ben voilà, la veille, vers 17h45, je suis passé sur la passerelle qui enjambe la Vologne. Et c'était un peu la fin de la journée, et un peu la pénombre qui commençait à s'installer. Et j'ai vu dans la rivière, à l'endroit où vous avez retrouvé le corps, j'ai vu une forme que j'ai prise pour un sac poubelle. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas fait attention, et c'est en apprenant le lendemain matin, dans le journal, qu'il y avait eu cette mort, que je viens vous apporter mon témoignage. Or, il se trouve que cette femme est tout à fait crédible avec les données qu'elle nous donne. Et elle ne le sait pas, et pourtant, c'est essentiel. Il se trouve que Grégory porte un anorak de couleur bleue, exactement du même bleu que les sacs poubelles de l'époque, et on ne retrouve aucun sac poubelle dans l'environnement. Quand on est là, on n'en a vu aucun, et on a recherché, on n'en a vu aucun. Donc, son témoignage est fort, il est crédible, et d'emblée, il nous montre que Grégory, enlevé vers 17h, était déjà mort, et dans la rivière, noyé à 17h45. Donc, on prend ça en considération. Donc, dès le départ, on a le fait qu'on sait que Grégory a été enlevé chez lui alors qu'il se trouvait dehors, en train de jouer sur un tas de sable, par quelqu'un, on n'a pas d'autres précisions là-dessus. On sait qu'il y a une lettre qui a été écrite quasiment sur place et postée dans le village même de l'Éponge, vers 17h20. On a un coup de téléphone qui est donné à 17h32, et son corps a été vu à 17h45. Donc on se rend compte que c'est à la fois un assassinat, parce que c'est bien un meurtre prémédité, hein. Pour assassiner un enfant comme ça, il faut avoir la cordelette, il faut avoir la lettre pour revendiquer. Enfin, bref, il faut l'avoir déjà préparé dans sa tête. Mais on sait que personne ne pouvait savoir que l'enfant allait être dehors. Donc c'est en même temps un crime d'opportunité. C'est ça la particularité, c'est à la fois un assassinat prémédité de longue date, mais commis de façon totalement précipitée, en prenant énormément de risques, en laissant des traces derrière soi, en éprouvant le besoin irrépressible de revendiquer son geste. Donc d'emblée, ça nous cadre très fortement notre affaire et nos recherches. Alors,
nous avons une intervention Oui, d'auditeur. Donc, je me permets d'interrompre hmm, ça fait partie voilà, du jeu de la l'émission, mais il n'y a pas de description problème. de l'événement de ce 16 octobre 84. Mais quelqu'un nous dit est-ce que on peut rapprocher les climats de haine sociale de l'époque qui exploitait l'envie avec l'affaire de Bruay en Artois de 72. Alors, on peut les rapprocher dans ce sens où on a dans les deux affaires, on est confronté à un magistrat instructeur qui se fait remarquer par sa personnalité. Hein, à Brouillon-en-Artois, on a un juge qui rentre dans cette affaire avec des arrière-pensées, d'ailleurs un peu politiques, hein, en s'imaginant d'emblée que c'est le notable du coin qui a pu commettre le meurtre. Alors, c'est pas tout à fait le même cas chez nous, mais pour l'affaire Grégory, on a affaire à un juge d'instruction euh, qui, euh, qui ne joue pas totalement le rôle qu'on Attendu pourrait d'un attendre juge de lui en d'instruction. termes d'objectivité, de rigueur professionnelle et même d'honnêteté intellectuelle. Alors après cet enchaînement des faits extrêmement rapide que vous décrivez, comment avec vos équipes, vous allez arriver assez rapidement à, à mettre en cause Le cousin le Bernard cousin Laroche. Bernard Laroche. Eh bien, on y arrive avec l'aide de l'expert en écriture avec laquelle on travaille. Très vite, on a étudié donc dans la famille proche les différentes pistes possibles. On s'est rendu compte que ça menait à rien. Tous les gens avaient soit des alibis, soit, enfin, ne pouvaient pas être incriminés. Donc, on s'est dit qu'on a affaire à quelqu'un d'extérieur. C'est quelqu'un qui est certainement très proche des familles, notamment probablement qui vit à Aumonzé. Parce qu'un corbeau, c'est l'expert en écriture qui a l'habitude de travailler sur ce genre d'affaires qui nous le dit. Un corbeau, c'est toujours quelqu'un qui est géographiquement proche de ses victimes, parce qu'il veut voir les effets de sa malveillance sur les victimes, il veut voir comment elles réagissent. Et Il y a c'est un côté quelqu'un, pervers du corbeau. c'est le côté pervers du corbeau. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui par contre cache son jeu. Le corbeau n'est jamais ouvertement hostile à ses victimes. C'est quelqu'un au contraire qui peut être bienveillant, enfin, qui montre tous les signes de la gentillesse à l'égard de ses victimes et qui se défoule comme ça. Donc on se dit, on va être surpris, on va chercher du côté d'Aumonzé, mais on va être surpris, c'est pas une personne qu'on imagine. Et on travaille avec les experts qui nous disent, bon, on a quand même des écrits, on a ces 4 lettres anonymes. Si on peut comparer les écritures. Et nous, c'est vraiment notre conviction. On se dit que même s'il faut passer 1000 personnes à la dictée, les experts en écriture ne vont pas se tromper, ils vont nous dire, voilà, c'est cette personne-là qui a écrit les lettres. Donc, on travaille de façon systématique à un certain moment avec tous les gens que l'on entend et auxquels on demande de faire une dictée. On les garde environ 1 heure de plus et on leur demande de décrire sur différents papiers, euh, sur des enveloppes, etc., avec la main droite, la main gauche. Et un jour, on leur envoie donc toutes les lettres. Et un jour, l'experte, qui est à l'époque, qui a la réputation d'être le meilleur expert en écriture de France. Elle travaille avec les Suisses, les Allemands. Elle a une excellente réputation. Elle s'appelle Madame Jacquin Keller. Elle travaille à Strasbourg. C'est vraiment quelqu'un de très, très sûr, très compétent. Et un jour, elle nous rappelle en nous disant, voilà, vous m'avez envoyé les dictées de quelqu'un. Pour moi, c'est l'auteur des lettres. Ah bon? Comment il s'appelle? Il s'appelle Bernard Laroche. Ah bon, on se dit, bon, on va regarder. Alors, il correspond au profil de la personne que l'on recherche. Il habite au Monzé, il connaît la famille, il a toutes les apparences de la gentillesse et et de la bonhomie à l'intérieur de la famille. Mais bon, on s'intéresse donc à lui. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, eh bien, on va l'entendre, on va le placer en garde à vue, on va recueillir sa déposition, savoir ce qu'il faisait le 16 octobre. Et à ce moment-là, il nous dit, il se trouve que vers 17h45, je suis rentré chez ma tante Louisette, où j'ai retrouvé ma belle-sœur Muriel, qui était là.
Bon, Muriel, on le note, et puis comme on le fait le travail normal, on va entendre Muriel pour en savoir plus. Elle nous dit le contraire. Elle nous dit quand je suis rentré du collège, après avoir pris le car scolaire pour aller au village de Bruyères au Monzé, je suis arrivé chez ma tante Louisette, où il y avait Bernard qui était là, en train de regarder la télé. Donc, Je vous interromps 2 oui. secondes parce qu'on a un petit bobineau. Mais je vais rappeler auparavant à nos auditeurs que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le colonel Étienne Sesma pour évoquer son ouvrage publié en 2024 aux Presses de la Cité, Les 2 affaires Grégory, dernier pas vers la vérité. Donc un tout petit bobineau et on reprend l'émission. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Eh bien, cher Étienne Sesmat, nous sommes à ce moment de l'émission où nous évoquons non pas un témoin principal, je ne sais pas comment on appelle ça en termes judiciaires, un suspect numéro principal, 1, suspect numéro 1, Bernard Laroche, identifié notamment grâce aux experts en écriture. aux experts en écriture. Mmh. Alors que par ailleurs, vous évoquez aussi des graphologues qui n'ont pas donné toute satisfaction. On y reviendra peut-être. Ouais, alors c'est un détail, il y a eu avant une intervention d'un graphologue un peu particulier. Oui, Antoine Argout. Antoine Argout, il se trouvait qu'il était effectivement expert en graphologie dans les Vosges, là, et on l'avait dans un premier temps demandé de travailler parce que les premières dictées que les gendarmes de la brigade voisine de Corcieux avaient récupérées, avec les lettres anonymes de l'année 83, n'avaient jamais été vues par un expert. Donc on s'est dit peut-être qu'on va avoir une réponse rapide là. Puis en fait, ça donnait rien parce que les personnes qui avaient été passées à la dictée n'étaient pas les auteurs des lettres. Et puis le juge d'instruction, ça c'est une bonne chose qu'il ait faite dans cette affaire, heureusement. Il nous a demandé d'aller travailler avec Madame Jacquin Keller. Et effectivement, c'est elle qui nous amène. Elle est formelle, elle nous dit, écoutez, pour moi c'est lui qui a écrit les 4 lettres, c'est la même personne et c'est lui qui a écrit les 4 lettres. Mais je demande une réunion pour avoir l'avis d'un autre expert, pour être bien sûr de moi. Donc, on organise une réunion quelques jours après à Nancy. On fait venir un deuxième expert de Paris, Madame Berrichon-Séden, qui est connue aussi pour sa compétence dans ce domaine-là. Elles travaillent ensemble toute la journée. Après, elles vont encore travailler pendant 10 semaines avant de terminer le rapport final. Madame Berrichon-Séden confirme tout à fait les positions de Madame Jacquin Keller. C'est bien lui qui a écrit la lettre. On découvre même les traces d'un foulage, sur c'est-à-dire une empreinte d'une forme de signature montrant le B et le L de la signature de Bernard Laroche en empreinte sur le papier. On n'a jamais réussi à l'exploiter, hélas, davantage. Mais on est dans cette voie-là. On est assez sûr de nous. Et derrière, on a très rapidement les dépositions de Muriel qui vient nous apporter des éléments complémentaires. On entend Muriel parce qu'on sent qu'elle s'est contredit. On a fait des vérifications. On trouve le chauffeur de car qui nous dit « je suis formel ». Elle n'était pas dans le car le jour-là. Ils ont des repères qui leur permettent d'être précis. 2 de ses camarades disent on en est sûr, elle n'était pas dans le car. 3 autres qui nous disent on l'a vue à la sortie du collège, elle est montée dans une voiture qui était stationnée là-bas et on l'a vue partir avec une personne en direction de l'épange. Tous ces éléments sont présentés à Muriel, qui à un moment craque et nous dit voilà, effectivement, je vous ai menti. À la sortie du collège, mon beau-frère Bernard était là. Il m'a appelé, je suis monté dans la voiture avec lui. On est parti, il y avait son fils Sébastien, qui avait à peu près le même âge que Grégory, qui était là. On est parti dans un village, on s'est arrêté. Il est descendu, il est revenu avec un petit enfant qui tenait par la main, un petit garçon également de 4 ans. On est reparti, il s'est arrêté un moment dans le village, on est reparti, on a fait pendant quelques minutes, on est allé dans un autre village. Là, il est sorti avec le petit enfant par la main, et il est revenu quelques minutes plus tard sans lui. On a repris la voiture, on est parti. Voilà, donc voilà ce qu'elle nous dit. Donc elle était elle nous donne des précisions très claires sur le lieu, la façon dont l'enfant a été enlevé, qu'on ne peut pas avoir inventé. Donc on a cet élément. Ça nous amène le 5 novembre 1984 à aller interpeller Bernard Laroche, qu'on considère vraiment comme l'auteur de l'enlèvement et du meurtre de Grégory.
Et pour nous, à ce moment-là, on pense que l'affaire est résolue. Hein, tout se tient. Son manque d'alibi pour la période du 16 octobre vers 17h, son comportement, son profil, sa proximité avec la famille, les expertises en écriture, le témoignage de Muriel recoupé par plusieurs personnes. Voilà, on s'est dit, c'est fini. On a fini notre boulot. La justice, maintenant, n'a plus qu'à dérouler jusqu'à un jugement. Et puis, en fait, c'est là que tout change. Hein. Le juge Lambert fait l'erreur de faire une conférence de presse au cours de laquelle il dit que c'est bien Muriel qui lui a donné, qui a déclaré qu'elle était avec Bernard. Et le problème, c'est qu'il a remis Muriel dans la nature. Il l'a livrée à elle-même. Et bien qu'elle ait dit et répété donc ces témoignages, elle se retrouve confrontée à la pression de sa famille. Et le lendemain, elle se rétracte. Et à partir de là, tout bascule. Oui, oui, peut-être Ouais. pourrez-vous préciser pour nos auditeurs Oui. quel est le rôle spécifique du juge d'instruction par rapport à vous qui menez l'enquête sur le terrain. Comment s'articulent les responsabilités? Alors, le juge d'instruction, donc c'est vraiment, comme on l'indique, c'est lui le patron d'une instruction, c'est-à-dire que nous, on travaille sous son autorité, hein, c'est par l'intermédiaire d'une commission rogatoire, c'est-à-dire c'est un acte, une ordonnance par lequel il demande à un service de police ou de gendarmerie d'effectuer des investigations, mais c'est vraiment pour lui, c'est lui qui constitue le dossier. Hein, c'est lui qui doit établir les faits et prendre une décision par la suite de proposition de renvoi d'une personne devant un tribunal ou au contraire de non-lieu. Donc, par exemple, le fait que Muriel rentre dans sa famille le soir, c'est sa décision à lui et non pas celle de Absolument, absolument. la gendarmerie. Alors là, on touche du doigt une des bizarreries de cette affaire qui d'emblée nous éclatonnait, c'est que Muriel passe aux aveux le vendredi après-midi, le 2 novembre. Normalement, c'est le juge d'instruction qui doit venir sur place quand quelqu'un avoue un crime, sa participation à un crime. Mais le juge dit non, je ne peux pas venir. Vendredi soir, je suis pris. Écoutez, on verra demain. La nuit porte conseil, on verra ce que ça donne. Le lendemain, elle répète ses aveux. Et là, on rappelle Lambert. Et la chose incroyable, mais pourtant vraie, Lambert nous dit écoutez, non. Je la verrai pas parce que j'ai prévu de partir ce week-end. On verra lundi. Ça paraît incroyable. Donc, le fait est que je dois ramener Muriel dans sa famille. Son père lit son audition, ses aveux. Je leur demande de ne pas en parler dans la famille. On la récupère le lundi quand même. On force la porte du juge pour lui amener parce qu'il est encore là à tergiverser. Là, seul en tête-à-tête avec elle, elle confirme tout ce qu'elle a dit avant. On va sur le terrain, elle montre des précisions qui montrent qu'elle n'a pas pu avoir inventé les faits. Et tout ça, donc ça montre d'emblée la situation ambiguë dans laquelle on était. Elle a quel âge à ce moment-là? À l'époque, elle a 15 ans. C'est une jeune fille qui est crédible. Elle est pas qui a un certain caractère. On a toujours fait très attention avec elle. Dans ses aveux, on a vraiment pris énormément de précautions, même si ça va nous être reproché, parce qu'après, tout va se retourner, on va porter plainte contre nous pour subornation de témoins, et la défense va nous accuser d'avoir manipulé cette jeune personne pour la faire craquer, et pour, en gros, dénoncer une personne qui serait innocente. Et c'est là que la deuxième affaire Grégory commence, et qu'on rentre dans le fiasco judiciaire que j'évoquais tout à l'heure. Alors justement, ce fiasco judiciaire qui vous amène à dire qu'il y a deux affaires Grégory, il faut bien l'évoquer parce que vous allez être dessaisi. Avoir des plaintes contre nous. Voilà, vous avez failli être inculpé pour un motif gravissime. La police, le SRPJ de Nancy va être en charge de cette affaire. La presse locale, mais surtout la presse nationale avec de grandes plumes, va s'en mêler. Et donc,
comment ce dérapage va, au long des mois, venir caractériser cette affaire et, entre guillemets, la pourrir. Oui, absolument. Là, on se trouve à un concours de circonstances qui est particulier et très, très malfaisant. Il se trouve qu'au cœur de l'affaire, peu de temps après l'implication de Bernard Laroche dans cette histoire, eh bien, son avocat retrouve 2 de ses amis qui sont un journaliste et un policier. Ils se connaissent très bien. Le journaliste, c'est le correspondant de RTL sur place, Jean-Michel Bézina, qui, dès le départ, lui s'est mis dans la tête que c'était un crime de femme et que la mère de Grégory était l'auteur. Dès le départ, dès le premier jour, il nous a dit ça dans des façons rocambolesques et tout, et il n'a eu de cesse de chercher à démontrer qu'il avait raison. Et donc, on se retrouve avec ces 3 personnes qui font alliance de façon totalement illégale. Enfin, c'est l'un des 3 qui le dit et qui le répète. Ils se rencontrent et ils se rendent compte qu'ils ont des intérêts convergents pour comment dire, faire dériver l'affaire vers quelqu'un d'autre, abandonner la piste Laroche et s'intéresser à la mère. L'avocat, parce que ça va être ça l'argument de défense, c'est pas lui, mon client, et il va dire au juge d'instruction ne t'occupe plus de lui, puisque c'est elle. Donc on va à fond sur elle. Le policier, il attend son tour parce qu'il se dit, ben voilà, moi si je rentre dans l'affaire, on va démontrer que les gendarmes ont été mauvais et qu'ils se sont plantés et qu'ils n'ont pas réussi à trouver le vrai coupable, à savoir Christine Villemin, la mère de Grégory. Donc ça va être tout bon, donc le même intérêt. Et le troisième, c'est le juge, le journaliste, qui dès le départ s'est mis ça dans la tête. Donc tous les 3, ils se rendent compte qu'ils ont des intérêts convergents et ils décident de faire alliance pour peser sur le juge d'instruction. C'est très grave, ce que je dis. Mais je ne l'invente pas, ça a été Mais démontré. comment expliquer, enfin, vous le dites dans votre Ouais. livre, mais moi je vous pose la question au micro, Mhm. comment ce juge, avec des éléments probants que vous, gendarmes, avez apportés, Mhm. Mhm. va céder à la convergence de ces 3 intérêts différents exprimés par la police, la presse locale et nationale. Enfin, qu'est-ce qui, dans sa construction intellectuelle, fait que il va accepter des influences aussi fortes? Eh bien, il le fait parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est très sensible à ce qu'on va dire de lui, il est très sensible à l'image des médias. Très vite, il copine avec certains journalistes. Et très vite aussi, ben, il sent que ces pressions peuvent être plus intéressantes pour lui. Cette histoire, elle est terrible. Il y a un moment, le juge Lambert me dit à moi, cette histoire, c'est l'affaire de ma vie. Quand on dit ça du meurtre d'un enfant de 4 ans, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ensuite, et tout ce qui va se passer, du fait de ce qu'il fait, de ce qu'il écrit, bien, vont démontrer qu'il est ailleurs, qu'il est sur une autre planète, qu'il s'intéresse à une piste qui est plus médiatique, potentiellement plus intéressante. Et c'est comme ça que petit à petit, il abandonne totalement la piste Laroche. L'intéressé pourtant est en prison, mais aucune vérification n'est faite le concernant. Il est vu par aucun psychiatre, aucun expert en psychiatrie criminelle. Il est extradé une seule fois de la prison pour une audition, mais qui dure à peine 2 heures, avec des questions, mais d'une stupidité incroyable. Bref, il abandonne totalement cette piste et il se met à croire que, eh bien, les gendarmes se sont plantés. Il dit même que les gendarmes l'ont trahi et que finalement, c'est bien Christine Villemin qui aurait pu avoir tué son enfant. Et il rentre dans cette voie. Et comme peu de temps après, eh bien, Bernard Laroche est assassiné par le père de Grégory, Jean-Marie Villemin, qui est complètement livré à lui-même, qui est complètement désorienté, il n'a pas de conseil d'avocat, qui est tout seul. Il est abandonné par sa famille. Comment dire, il a sa femme qui devient elle-même la suspecte. Ils se rendent compte que les nouveaux experts en écriture, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les fameux experts avec lesquels on avait travaillé dès le début, eh bien, leur travail est annulé parce que le juge Lambert n'a pas écrit les pièces nécessaires, les ordonnances nécessaires pour qu'ils soient légalement saisis de cette affaire. Donc tout leur travail
est jeté aux oubliettes. C'est incroyable. Et on retrouve reproche aux nos gendarmes experts. d'avoir été des pousses au crime. Alors après, pour ce qui me concerne, effectivement, quand le Bernard Laroche a été assassiné par Jean-Marie, eh bien, on a trouvé tout un tas d'arguments pour essayer de dire que c'était les gendarmes qui l'avaient poussé à ça, et notamment moi. C'est là que vous avez risqué On m'a l'inculpation. accusé d'être directeur de conscience de l'assassin. Et là, j'ai vécu des moments qui étaient vraiment épouvantables, parce que le ciel m'était tombé sur la tête, parce que je ne savais plus comment faire. J'étais prisonnier d'un système qui était en train de broyer à mon tour. Et alors, heureusement qu'il y a des gens qui ont tenu bon, notamment le procureur de la République, Jean-Jacques Lecomte, qui a heureusement tenu bon, parce qu'à un moment, il a été convoqué même par Badinter, le garde des Sceaux, et il voulait savoir pourquoi, finalement, il me défendait. Parce que l'idée, c'était que je sois moi-même inculpé de complicité d'assassinat. C'était quand même gravissime. Mais tout ça participait d'une campagne de dénigrement qui avait été montée contre nous, avec les plaintes contre nous pour subornation de témoins, violation du secret de l'instruction, pour dire qu'on n'avait pas fait notre boulot et qu'on avait donc manipulé le témoignage de Muriel. Tout ça a été fait pour discréditer le travail, pour dire, eh bien, la piste des gendarmes, c'est pas la bonne. Monsieur Bézina et la police Voilà, nationale. Ah oui, c'était une campagne vraiment systématique, hein. Et Bézina, alors il a fait un mal énorme, parce que Bézina, en fin de compte, il écrivait sous plusieurs plumes. Il s'appelait Jean-Michel Jeudon dans François, Jean-Marc Ulry dans Le Figaro. Il avait des relais avec l'agence centrale de presse associée à l'agence France Presse. Bref, sa parole, elle était amplifiée par 20 autres médias derrière. Et puis, il y avait aussi d'autres journalistes qui allaient avec lui. Donc, pendant l'année 85-86, c'était terrible, hein. C'était vraiment Arros sur la mer sublime, et forcément coupable. Tout le monde s'y mettait, tout le monde l'enfonçait. Les policiers tenaient leur auteur, essayaient de la faire craquer, ils n'ont pas réussi. Elle-même se retrouvait toute seule, parce qu'on est arrivé dans cette situation que le père était devenu lui-même un assassin et est en prison. C'est quand même difficile d'imaginer un scénario comme ça. Aujourd'hui, personne n'oserait inventer le scénario de l'affaire Rigori tel qu'il s'est réalisé. C'est incroyable, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Et donc, comme ça, la machine judiciaire a avancé jusqu'à l'année 87, et le renvoi de Christine Weimann dans les assises. Et heureusement, il y a eu un moment, la justice s'est ressaisie. C'est passé par la Cour de cassation, qui a compris que le dossier ne tenait pas, qui a tout renvoyé à Dijon. Et là, derrière la période, la parenthèse, mais qui a duré longtemps quand même, de l'instruction à Épinal, s'est ouverte une nouvelle page de l'affaire à Dijon, avec un autre magistrat qui était Lanty-Lambert. Oui, parce que dans l'univers très sombre que jusqu'à présent vous venez de décrire, émerge du côté de la magistrature la figure triste du juge Lambert. Oui. En revanche, et je crois qu'il faut venir quand même, vous le faites dans votre livre, vous y consacrez un chapitre, saluer la mémoire d'un grand magistrat, Monsieur Simon, qui va être un vrai rayon, enfin je ne sais pas si l'expression est adaptée, mais qui va quand même être un vrai rayon de lumière. Absolument. Dans l'épreuve professionnelle et puis même personnelle que vous traversez. Alors que va-t-il se passer avec lui à un moment où vous êtes quand même gravement mis en cause? Alors lui reprend tout le dossier. Enfin, le dossier passe entre ses mains. Le président Simon, c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans à l'époque, qui est sur le point de prendre sa retraite, qui est président de chambre d'accusation. Donc c'est un très haut magistrat. La règle aurait voulu qu'il désigne un juge d'instruction local à Dijon pour s'occuper de ça. Mais il a pris conscience de la gravité de l'affaire. Il s'est dit, mais c'est la justice en train de commettre une erreur incroyable, capitale, et il faut absolument qu'on sorte de cela, de ce précipice dans lequel on se jette, et c'est à moi de le faire. Et lui, pourtant, président de chambre d'accusation, il s'est saisi. C'est comme si un général de gendarmerie, voyant passer une commission rogatoire, se disait c'est tellement important, je ne vais pas la confier à un capitaine ou
un adjudant, un truc comme ça. Mais non, je vais m'investir dedans. Donc, il s'est investi dedans, il a pris ça en main et il s'est investi, mais à 100% dans cette affaire. Il a demandé une prolongation de son temps de travail pour pouvoir le faire. Il a repris tout le dossier en main. Il a entendu tout le monde. Et quand il entendait quelqu'un, moi j'ai été convoqué 3 fois par lui, on y passait l'après-midi. Et d'emblée, moi, la première fois que je l'ai vu, alors c'était vraiment effectivement le rayon de soleil qui perçait les nuages de la tempête. J'ai eu affaire à quelqu'un qui était profondément humain, dont l'intelligence pétillait dans le regard, quelqu'un qui connaissait son dossier, qui savait quelles questions poser. Et très vite, donc, il a repris toute l'affaire. Oui, vous dites, je mesure à quel magistrat j'ai affaire, sa connaissance du dossier me sidère. Enfin, quelqu'un qui comprend les faits, qui en perçoit les lignes de force et possède une vision claire du rôle joué par chacun de leurs acteurs. Absolument, absolument. Le président Simon s'est investi à temps complet dans cette affaire. Il y a mis toute sa vie, toute son énergie, parce qu'il fallait ça pour compenser les erreurs de Lambert. Et vraiment, Maurice Simon, c'est l'anti-Lambert. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de très expérimenté, qui a une carrière derrière lui très forte, où il a été, il s'est impliqué dans des affaires très importantes. C'est quelqu'un qui a une autorité reconnue. Il n'y a pas photo, quoi. C'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer le travail de Lambert et du président Simon, relayé ensuite par son successeur, le président Martin, parce qu'il se trouve qu'à un moment, le président Simon fait une petite erreur où il se fait piéger par un journaliste qu'il a enregistré et qui sort un article dans un journal dans lequel il dit certaines choses. Pourtant, il n'annonce rien, il ne révèle rien du tout. Mais il se sent piégé. Les avocats de la partie en face s'engouffrent dans la brèche et le pourrissent, et essayent de le mettre plus bas que terre. Il en est tellement touché qu'il fait une crise cardiaque. Et quand il ressort de là, il se rend compte qu'il ne peut plus reprendre son travail. Et c'est donc son successeur dans le poste, Jean-Paul Martin, également donc président de chambre d'accusation, qui se sent lui-même aussi investi du devoir de reprendre le flambeau derrière Maurice Martin. Il le fait. Et il travaille encore pendant 2 ans derrière Maurice Simon. Et son travail se conclut au début de l'année 1993 par un arrêt, le 3 février, qui est la Bible de l'affaire Grégory, qui dit très clairement 2 choses. Premièrement, Christine Villemain est à 100% innocente de l'affaire. Toutes les charges que l'on a montées contre elle, toutes les charges sont rejetées une par une. Elle ne peut pas... Il est démontré qu'elle ne peut pas avoir commis le meurtre. Il est démontré qu'il est absurde même d'imaginer un mobile la concernant. Enfin bref, elle est innocente à 1000%, j'insiste beaucoup là-dessus. Elle est totalement innocente, Christine Villemain. Par contre, les magistrats écrivent que, bien que l'intéressé soit mort, qu'au terme de leur instruction, qui a duré 5 fois plus longtemps que l'affaire Grégory menée par Lambert à Épinal. D'un côté, on a 17 mois d'instruction du juge Lambert à Épinal, petit juge dans son premier poste et tout. À côté, on a 6 ans d'instruction par 2 magistrats présidents de chambre d'accusation. Donc, encore une fois, il n'y a pas photo. Et ce magistrat écrit, bien que l'intéressé soit mort, il existe à l'encontre de Bernard Laroche des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory. Donc, là, en 1993, la position de la justice, et à partir de là, ça va être une position constante, reprise en 2008, reprise en 2017, en 2018, et encore aujourd'hui, la justice dit et répète qu'elle est convaincue, et qu'elle est plus que convaincue, qu'elle a les éléments pour affirmer que Grégory a été enlevé par Bernard Laroche. Le problème, c'est que l'intéressé est mort. Et on ne peut pas instruire pour un mort. L'action publique est éteinte à l'encontre d'un mort. Donc, il faut, si on veut continuer d'avancer, il faut imaginer des complicités. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que les magistrats derrière ont fait pour continuer d'avancer en espérant que ce prolongement des investigations permettra de recueillir soit un témoignage capital, en plus de celui de Muriel, ou elle-même revenant sur ses dépositions, soit sur de nouveaux témoignages qui permettraient d'avoir enfin la possibilité d'apporter cette réponse judiciaire que tout le monde attend pour cette affaire. Oui, d'abord une remarque d'ordre général sur votre livre, Les 2 affaires Grégory. Je dois dire qu'il est particulièrement bien écrit. Il est facile à lire et il est
enfin, il est facile à lire et malgré la noirceur du sujet, vous arrivez à conserver un intérêt. Enfin, ça se lit, je ne dis pas comme un roman, mais c'est vraiment une écriture très, très agréable à lire. Voilà, c'est pour nos auditeurs qui n'hésitent pas à le lire parce que c'est vraiment très intéressant. Ce qui est, à la lecture de ce livre, ce qui est quand même fascinant, c'est de considérer le manque total de conscience et comment dirais-je, d'honnêteté intellectuelle, d'une part, d'un ensemble de journalistes et de policiers et même d'avocats pour finalement la recherche de la vérité. On a l'impression que ce n'est pas vraiment ça qui les intéresse, la recherche de la vérité, mais c'est plutôt se mettre en valeur eux-mêmes et au détriment finalement de la vérité. Oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça, hein. Ce sont des gens qui ne recherchent pas la vérité, qui défendent des intérêts sectoriels, chacun dans son domaine. Comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, la stratégie des avocats à la défense, ça a été, et ça reste encore, parce que bien qu'il ait été démontré qu'elle est innocente, comme je l'ai dit, à 1000%, ben, il y a encore des gens pour insinuer qu'elle n'est pas claire, Christine Villemin, qu'il y aurait des choses à dire de ce côté-là, que le juge Simon, le président Simon et son prédécesseur n'ont pas fait un travail impartial et objectif. Il y a eu des tentatives de déstabiliser ça, de les déstabiliser, encore une fois, de détruire le travail comme ils avaient réussi à le faire avec le travail des experts. Heureusement, le système pour l'instant tient. Et la justice reste ferme sur ses positions. Elle l'a redit en 2017. En 2017, il y a eu un coup de théâtre, hein. Il y a eu de nouvelles interpellations, celle des cousins, des Jacob, Martial et Christine Jacob, qui sont soupçonnés d'être les complices de Bernard Laroche, donc d'avoir commis le meurtre, hein. Et lui, il aurait simplement enlevé l'enfant. Et puis, il y a une nouvelle interpellation et mise en examen de Muriel Boll, hein, qui a passé quelques mois en prison. L'affaire après a tourné court parce qu'encore une fois, il y a eu des vices de procédure qui ont fait que ces mises en examen ont dû être annulées. Mais la position de la justice, elle est bien là. Et elle s'appuie notamment sur un rapport qui a été fait par la gendarmerie, qui a repris l'enquête, hein, après la séquence police. La gendarmerie est vite revenue sur scène, a pris la responsabilité de l'enquête. Et en 2017, les gendarmes ont fait travailler Anacrim. Anacrim, c'est un gros logiciel de traitement des données criminelles d'une affaire. Et le rapport d'Anacrim est très clair. C'est un document de 600 pages qui se conclut encore une fois par l'affirmation que Bernard Laroche a bien enlevé Grégory. C'est ce qui se ressort donc du traitement Anacrim de l'affaire, dans lequel on a compilé toutes les données, les milliers de données qui constituent l'affaire Grégory. Et de là, en découlent deux hypothèses. H1, Bernard Laroche a agi seul. H2, il n'est que le maillon d'une chaîne de personnes qui ont commis le meurtre. L'hypothèse 2 est retenue. L'hypothèse 1 n'a jamais étudié. Et c'est peut-être là qu'est le problème aujourd'hui. C'est que la justice est obligée d'imaginer et de chercher, d'espérer que des complicités soient démontrées pour avancer. Parce que le problème, encore une fois, c'est que Bernard Laroche est mort et on ne peut pas continuer de le soupçonner. Cependant, moi j'ai la prétention, et c'est l'objet de mon livre qui vient de ressortir, c'est de dire, attention, indépendamment de toute attaque de personne, est-ce qu'il n'y a pas des faits qui nous permettent quand même d'approcher la vérité? C'est ce que j'essaye de faire dans le dernier chapitre de mon livre. Alors avant, justement, il nous reste un tout petit quart d'heure, avant justement de reprendre ce chapitre 14 de votre livre, une remarque d'un auditeur ou d'une auditrice. Merci monsieur pour votre livre très bien écrit et très précis. J'ai suivi cette affaire à l'époque et franchement, votre livre est nécessaire car on ne connaissait pas du tout beaucoup de détails que vous évoquez. On comprend que vous avez été victime d'un vrai fiasco dont le juge et les médias sont responsables. C'est terrible. On y reviendra aussi dans l'espace qui nous reste, que vous n'ayez pas été soutenu par votre hiérarchie, ce qui laisse songeur. Voilà. Donc, merci. Vous voyez que Merci votre livre a été tout à fait
apprécié. Bonjour, messieurs, bonjour, un immense merci pour cette émission très instructive. 2 questions. Comment le père du petit Grégory a-t-il tué l'assassin présumé et quelles sanctions furent prises contre l'incompétent juge Lambert? Donc, vous voyez, ça fait des observations et des questions qui montrent tout l'intérêt de votre ouvrage. Donc, peut-être rapidement, comment le père du petit Grégory a-t-il tué l'assassin présumé? Quelles sanctions contre l'incompétent juge Lambert, dont on doit rappeler qu'il est mort tragiquement? Et puis, le soutien de votre hiérarchie, dont on comprend que même pas entre les lignes, il fut quasi inexistant. Alors, je peux répondre effectivement rapidement à ces questions. La première, on cite très clairement que Bernard Laroche a été tué le 29 mars 1985 d'un coup de fusil par Jean-Marie Villemain, qui l'attendait vers 13 heures devant son domicile au moment où il rentrait du travail. Ça, c'est clair. Le juge Lambert, effectivement, n'a jamais été embêté. Le juge Lambert, après avoir poussé Christine Villemain à être envoyée devant les assises, il a pris une année sabbatique. Il a quitté la magistrature. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Petit Juge, dans lequel il est étalé un peu ses états d'âme et tout un tas de choses. Il espérait que cette affaire, comme j'ai dit avant, la chance de sa vie, allait lui donner une renommée qui lui permettrait de sortir de sa condition de magistrat et être peut-être journaliste comme il espérait. Ça n'a pas marché. 1 an après, il a fait le constat de cet échec et donc il est revenu à la magistrature. Il a repris sa carrière, un peu comme si de rien n'était. Il a été muté à Bourg-en-Bresse, ensuite au Mans. Il a terminé sa carrière, une carrière totalement normale dans les années 2010. Et effectivement, il s'est suicidé en 2017 de façon absolument tragique au moment où on reparlait de l'affaire, où il avait peur d'être de nouveau remis en cause. Donc les choses sont tout à fait claires. Paix à son âme, Lambert, c'est sûr. Hein. C'était quelqu'un d'assez particulier, d'assez attachant sur le plan humain, mais complètement à côté de ses pompes sur le plan professionnel. Et sa mort est terrible, elle est regrettable, mais elle ne le dédouane pas de ses responsabilités. Alors pour le lecteur classique, ce qui rend un petit peu amer, mais tout à l'heure vous nous disiez que la hiérarchie de ce côté-là a évolué, c'est la grande solitude dans laquelle vous vous trouvez à partir de ce 16 octobre 84 vis-à-vis de votre haute hiérarchie. Oui, c'est sûr qu'il y a eu un moment très difficile, hein, qui a duré assez longtemps. Il y a la hiérarchie opérationnelle, elle a été tétanisée par l'écho médiatique de cette affaire-là. Il se trouve qu'il y avait un échelon qui aurait pu réagir concrètement. C'est au niveau du chef de corps qui était installé à Metz. Il aurait pu s'intéresser à ce qui se passait à Épinal. Surtout que dès le départ, moi j'ai envoyé des rapports très précis pour décrire les responsabilités dans lesquelles on se trouvait, les problèmes que l'on avait, les problèmes relationnels qu'on avait avec le magistrat, qui ne faisait pas son boulot, qui ne faisait pas son travail de magistrat instructeur à notre égard. Mais personne ne s'est intéressé à ça, il n'y a pas eu de recul. Alors j'ai pensé que le colonel qui était concerné par cette affaire-là attendait 6 étoiles, qu'il a eu d'ailleurs, grand bien lui fasse, mais bon. Bref, il n'a pas bougé, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et la hiérarchie au-dessus s'est trouvée un peu coincée, surtout qu'il y avait toute cette pression, ces coulisses politiques derrière qui créaient un peu une fixation. Donc effectivement, à un moment, je me suis vraiment retrouvé seul. Ça s'est confirmé après quand j'ai été à Berlin, où je suis tombé, alors que tout se passait bien à Berlin, je me disais, voilà, je vais rebondir, je vais sortir de cette affaire avec tout ce qui s'est passé à Épinal, je vais reprendre ma carrière. Et je suis tombé sur un général qui m'a flingué. Je ne l'avais jamais vu, il s'est pointé et il m'est tombé dessus, il m'a reproché des choses, comme cette affaire Grégory, à cause de vous, la gendarmerie a été bafouée, traînée dans la boue, à cause de vous, vous avez failli. Je lui ai dit, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Enfin bref, il m'a quand même sabré. Je ne suis pas passé à l'avancement. Je suis parti, j'ai failli à un moment démissionner. Je me disais, je ne peux plus avoir ma place en gendarmerie, je n'ai plus la confiance. Alors heureusement, j'ai eu des gens qui m'ont aidé. Je pense par exemple à un général qui est un ami, Gérard Desjardins, qui m'a vraiment apporté beaucoup d'aide, qui m'a permis de reprendre ma carrière. Et petit à petit aussi, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, la page est tournée. Aujourd'hui, j'ai la satisfaction de savoir que la hiérarchie m'a compris et me soutient. J'ai des procès sur le dos, j'en ai encore en ce moment. Et la gendarmerie m'assure toujours de
de la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est la gendarmerie qui paye les avocats qui me défendent. Heureusement, je ne pourrais pas le faire tout seul. Et vraiment, la gendarmerie a compris aussi que je me battais un peu aujourd'hui. Et je suis maintenant, depuis plusieurs années, je suis invité tous les ans à donner une conférence à l'IOGN pour parler de cette affaire. Donc la confiance est vraiment rétablie. Alors le temps presse, mais il faut dire quelques mots de votre dernier chapitre, Mm. où vous avez des développements très fins sur la question de l'envie, Oui. qui vous amène quand même à... C'est une analyse qui vous amène à confirmer votre intuition initiale sur le coupable présumé. Oui, aujourd'hui, la justice, elle travaille avec la police technique sur des éléments, l'ADN, mais c'est de l'ADN de contact, la cytométrie, l'analyse des voix, mais c'est des éléments très ténus qui, à mon avis, donnent peu de chances d'apporter quelque chose de concret et utile à notre affaire. Pourtant, je me dis qu'il y a quelque chose qu'on pourrait encore faire. Paradoxalement, il y a certains pans de l'affaire qui sont essentiels, qui n'ont jamais été approfondis, parce que la justice n'en a pas les moyens. La justice, elle travaille selon des règles, elle établit des procédures, et c'est un dossier qui se monte petit à petit avec tout ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas dedans. Une approche, une approche d'historien est un petit peu différente, et moi, c'est dans cet esprit que je me mets. Je me dis, regardons aujourd'hui, la particularité de l'affaire Grégory, c'est la façon dont le crime a été commis. On se rend compte que tout se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon extrêmement précipitée, par quelqu'un qui prend énormément de risques, qui éprouve le besoin de revendiquer son geste. Mais qui ruminait depuis très longtemps. Et voilà, et qui ruminait ça. Donc il y a un levier psychopathologique évident que l'on n'a jamais étudié parce que on n'a pas d'éléments pour le faire, mais pourtant qui est essentiel. Et moi je dis, de toute évidence, il y a quelque chose à comprendre de ce côté-là pour qui peut être quel est utile le aussi mobile. pour d'autres futures affaires. Oui, alors pour cette affaire-là, on a pensé à la jalousie. On a dit, on voit bien que dans la lettre de revendication, ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Il y a une part de jalousie. Mais je pense que ça va plus loin. Alors quelqu'un nous dit, mais ça va dans le sens. Donc, Oui. Merci beaucoup, monsieur, pour ces éclairages. Comment expliquer, ça marque les auditeurs, l'absence de hiérarchie pour ce juge qui a œuvré seul et piloté en toute impunité. Cela interroge à nos institutions à haut niveau. Aujourd'hui, une telle affaire pourrait-elle encore se dérouler ainsi ? Il nous reste 4 minutes. Peut-être oui, peut-être que non. Je ne voudrais pas extrapoler sur cette affaire. Vous êtes Lorrain, mais pas normand. Hein. Oui. Je voudrais quand même terminer ma démonstration tout à l'heure, parce que c'est mon dernier chapitre. Je me dis qu'il y a un levier psychologique qui est incontournable qu'il faut cerner. Et j'ai rencontré un expert, un professeur émérite en psychologie criminelle, le professeur Pierre Lamotte à Lyon. On a beaucoup discuté. Et plus que l'envie, que la jalousie, il faut parler de l'envie. Et l'envie nous montre que c'est un levier plausible de passage à l'acte. Et quand on analyse tout ça, eh bien, on se rend compte que, compte tenu du fait qu'on est dans une situation où le meurtre ne peut pas être prévu même un quart d'heure avant qu'il se produise, qu'on est à une période où le téléphone portable n'existe pas, donc on ne peut pas se coordonner en direct sur une action menée à chaud, eh bien, on se rend compte que force est de constater que seule la personne, quelle qu'elle soit, je ne mets pas de nom là-dessus, seule la personne qui a envie l'enfant peut l'avoir tué. Il n'y a pas la place ni matérielle, ni temporelle, ni intellectuelle pour des complicités. Moi, c'est ce que j'essaye de dire. Donc, je me dis que cette vérité qui est fugace, qui fuit toujours devant nous, peut-être que par une autre approche que celle de la justice, une autre approche que judiciaire, eh bien, on peut toucher cette vérité. C'est un peu ma proposition et ma prétention en toute modestie. Eh bien, on va conclure cette émission où nous avons eu le plaisir de recevoir le colonel Étienne Sesmat pour ces 2 affaires Grégory, dernier pas vers la vérité aux presses de la Cité. Et je retiens dans vos derniers mots cette question de la vérité fugace, fuyante, mais que dès le 16 octobre 1984, avec vos gendarmes, vous avez cherché à cerner, et vraisemblablement à cerner avec succès.
Même si peut-être quelques points d'interrogation subsistent. Et je crois que 40 ans après, bientôt 41 ans après, on peut vous remercier de continuer à être un témoin de ceux qui cherchent cette vérité fugace, fuyante. Mais je crois qu'avec Axel, on peut saluer votre opiniâtreté dans cette recherche de la vérité, même maintenant avec la dimension historique qu'acquiert cette affaire, mais qui nous fait réfléchir aussi, nous, comme citoyens, sur la question des institutions, d'une justice qui était quand même défaillante à ce moment-là, d'une haute hiérarchie de la gendarmerie qui vous a peu soutenu, et donc en espérant qu'aujourd'hui, si un tel drame devait se reproduire, eh bien on en tire, grâce à vous, Étienne Sesma, un certain nombre d'enseignements. Merci beaucoup. Je n'ai fait que mon devoir. Merci.